Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine désormais disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, canal 573, et sur Free en France, canal 426. Bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. La quasi-totalité des États africains dépendent de leurs matières premières qui représentent plus de 70% de leurs exportations. L'Afrique exporte donc plus de 70% de ses matières premières sans aucune transformation locale, sans aucune valeur ajoutée. Pour des économistes, c'est un scandale. Il faut que ça change. Il faut transformer localement nos matières premières. Il faut industrialiser le continent. Mais est-ce si simple? L'Afrique réussira-t-elle le pari de son industrialisation? Trois spécialistes de la question avec moi pour en parler. Nicolas Agbo, vous êtes économiste, professeur des universités, auteur de plusieurs livres, dont entre autres Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, publié aux éditions Solidarité mondiale, ou encore Les solutions salvatrices pour l'Afrique, du même auditeur. Justement, dans ce livre, professeur, dans ce livre qui a pour titre Les solutions salvatrices de l'Afrique, prospérité et liberté des peuples africains, dans ce livre, vous indiquez la nécessité pour l'Afrique d'industrialiser son économie. On en parle au cours de cette émission. Merci, professeur. Merci de m'avoir invité. Thierry Moëllet II. Vous êtes vous aussi écrivain, auteur de plusieurs livres, dont entre autres Historiographie africaine et archéologie de l'esclavage, publié aux éditions Equima Media. Vous êtes enseignant-chercheur, directeur, conseil en stratégie des organisations. Vous enseignez le management est l'une des disciplines que vous enseignez. Thierry Moëllet II s'intitule Economic Challenges for International Business, le commerce international et les défis économiques. C'est-à-dire que la question du commerce international et des partenariats économiques est au cœur des matières que vous enseignez. Merci Thierry Moëllet II d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Richard de m'avoir invité. Serge-Éric Meunier, le plus pessimiste autour de cette table, l'homme qui ne voit aucun avenir sérieux pour l'Afrique à long terme. Pour vous, tout est à refaire. Il faut tout recommencer et oublier les slogans. Vous êtes essayiste, consultant en risques et opportunités. Vous êtes par ailleurs, vous aussi, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, L'Afrique sera-t-elle la catastrophe du 21e siècle, l'incroyable déni de l'afro-optimisme. Merci Serge-Éric Meunier d'avoir accepté notre invitation. Merci pour la confiance. Parler de l'Afrique. Professeur Nicolas Agbo, commençons cette émission par vous et par ce que vous indiquez dans ce livre, Les solutions salvatrices de l'Afrique. Quelle est l'importance de la question de l'industrialisation aujourd'hui dans un monde qui s'est globalisé et où l'Afrique est conviée à un rendez-vous du donner et du recevoir? Bien, merci. L'Afrique que nous connaissons aujourd'hui est dans l'état de pauvreté socio-économique parce que les dirigeants africains, soit ils n'ont pas compris, ou soit ils ont compris, mais ils ne veulent pas le faire. La solution qui s'impose à tous les États du monde, tous les pays du monde que nous connaissons, et qu'on appelle aujourd'hui les pays industrialisés ou développés, pays riches, oui, c'est parce qu'ils sont industrialisés. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas les matières premières, ils importent les matières premières, ils les transforment chez eux en produits finis, lesquels produits finis génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté socio-économique. Pendant l'esclavage, ou précisément pendant la colonisation, mais c'est ce que faisaient les colons. oui. Ils faisaient travailler les Africains, et ces Africains-là, que ce soit les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques, leur donnaient. Et on leur donne des miettes. Depuis que les Africains ont pris leur indépendance socio-économique, au lieu de transformer les matières premières en produits finis chez eux, ils ont simplement pris la place des colons.
Et ils font souffrir leurs semblables dans des travaux pénibles. Et il faut que ça change, dites-vous. Or, comme nous ne faisons que constater, il faut simplement, sans avoir fait même des études économiques compliquées, il suffit simplement d'ouvrir les yeux. Donnez quelques exemples concrets, professeur. Voilà les exemples concrets. Plaît, oui. Je vais prendre deux. Prenons le cas de la Chine. Avant 1949, les Chinois mouraient de faim. D'abord, ils étaient moins de 500 millions de personnes et ils mouraient de faim. Ils mangeaient même de la chair humaine. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que de transformer les matières premières en produits finis. Très bien. Et ils l'ont fait. Très bien. Aujourd'hui, Oui. la Chine a multiplié par 3 son effectif. C'est-à-dire, dans la réalité, les Chinois sont plus de 1,5 milliard de personnes. À partir de cet exemple que vous donnez, professeur, Oui. qui est un exemple parfait, quand on l'applique à votre pays, la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui produit le cacao, le café, l'EVA et autres, industrialiser l'économie ivoirienne consisterait aujourd'hui à faire quoi concrètement? La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui peut connaître un autre visage. Si et seulement si les dirigeants africains, prenons le cas précis de la Côte d'Ivoire, oui. Si la Côte d'Ivoire, les dirigeants ont compris qu'il n'y a pas d'autre chose, ils transforment ne serait-ce que café, cacao dont vous avez en produit fini. Et vous verrez que depuis le paysan jusqu'au sommet de l'État, tout le monde sera riche. Je donne un exemple. S'il vous plaît. Ici et maintenant où nous parlons, une tasse de café dans les pays industrialisés, prenons le cas de l'Europe et de la France, en moyenne, la tasse de café, je dis bien en moyenne, coûte 2 €. Maintenant, et c'est ce que beaucoup ne font pas, ils le font, mais moi, j'ai fait ces expériences-là. Je demande au barman combien de grammes de poudre de café que vous mettez dans la tasse. En moyenne, c'est 8 grammes, mais j'arrondis par commodité à 10 grammes. Ce qui veut dire que quand le barman a vendu 1 kilogramme de poudre de café, 1 kilo, c'est 1000 grammes. 1000 grammes divisé par 10 égale 100 tasses. 100 tasses multipliées par 2 zéros, il récolte 200 €. Les 200 € permettent de rémunérer tout le cycle de ce processus qui est localisé dans ce cas précis en Europe, précisément en France. C'est-à-dire, le kilo de café a été acheté à combien aux paysans? En étant généreux, ou bien on va dire 300 francs CFA, c'est-à-dire 45 centimes d'euros. Maintenant, on va ajouter dessus 200 € qu'on appelle le droit unique, non, c'est un impôt, et 300 plus 200 égale 500. 500, c'est ce que l'exportateur, pour ne pas dire l'importateur français et européen paye. Donc, ça fait en moyenne 1 €. Entre 200 que paye le consommateur final et 1 € qu'on verse au pays exportateur ivoirien, il y a une différence de 190. Ce sont ces 199 € qui rémunèrent, le bateau, aller-retour. Deuxièmement, je saute les étapes. C'est ça. Arriver, par exemple, au port, que ce soit de Rouen, etc., on va tomber dans l'usine qui transforme ce café en poudre. Qui travaille dans ces usines? Les hauts cadres, ce sont les Européens. Quand ça sort de la machine, il faut emballer. Les compagnies d'emballage se trouvent où? En Europe. Et c'est de là on va aller mettre dans les supermarchés. Qui travaille dans ces supermarchés? Ce sont les Européens. Et c'est là le pays et le barman
va acheter ce café pour alimenter son bar. Qui travaille dedans? Ce sont les Européens. Et c'est tout ça. Alors, imaginons un seul instant que les Africains ont compris ça. Et ils vont implanter la même machine, par exemple... La même usine. La même usine à Abidjan. Eh bien, la machine, elle est neutre. Elle va faire exactement le même travail. Et on va sortir le café poudre emballé. Et c'est ce café poudre emballé qu'on peut exporter. Il y a deux solutions. Premièrement, exporter. Deuxièmement, consommer nous-mêmes. Mais prenons le cas exporter. Oui. Sur les 200 euros, on peut quand même, que paye le consommateur final, en exportant, parce que tout est fait chez nous, c'est ça. On peut demander, ne serait-ce que payer 50 euros. 50 euros sur les 200. Ils n'ont qu'à prendre les 150. Maintenant, sur les 50 euros, l'État, qui est gourmand, va donner aux paysans producteurs et propriétaires du café, va par exemple lui donner 20 euros. Et l'État prend 30 euros. Donner 20 euros le kilo aux paysans, ça veut dire 13 000 et quelques le kilo. Mais immédiatement, le paysan sort de la pauvreté. Deuxièmement, l'État lui-même s'enrichit. Mais c'est ce qu'ils ne font pas. C'est ce qu'ils ne font pas. C'est ce qu'ils ne font pas. Très bien. On va revenir, professeur. Maintenant, j'ai terminé. La deuxième solution, c'est que le café, eh bien, une fois il est fait, que ce soit un blanc ou un noir, on prend le café. Ça veut dire... Ça dépend des habitudes alimentaires aussi. Un État, le peuple, je dis bien le peuple, est éduqué. Donc, les habitudes alimentaires, on peut... L'Ivoirien préfère le gaba le matin que le Non, mais ça, ce sont, comme vous l'avez dit, j'ai dit, un peuple s'éduque. D'accord. Donc, quand le café est disponible, il faut le chocolat est disponible, on peut le manger au même titre qu'un Chinois, un Européen, etc. Bien sûr. Ce qui veut dire que le marché, il faut le savoir, le marché africain, aujourd'hui, de 1,3 milliard, demain, dans quelques années, c'est 2 milliards. Bien sûr. Eh bien, les Africains peuvent se nourrir eux-mêmes grâce à la transformation de toutes les matières premières en produits finis. Vous nous direz tout à l'heure. Dans ce cas-là, nous, Africains, à la limite, nous n'aurons même pas besoin même d'exporter hors d'Afrique. Vous pensez que aura tout le monde le marché africain est assez vaste, assez grand pour consommer la transformation, le café torréfié en Côte d'Ivoire. C'est ça. Merci, professeur. Le propos est clair. Mais mes chers autres invités, le professeur a dit quelque chose qui est au début de son propos, qui est très, très important, sur lequel il faut revenir. Le professeur dit, nous avons continué à fonctionner après les indépendances, après la colonisation. Nos économies ont commencé à fonctionner comme de par le passé, c'est-à-dire des économies extraverties, destinées à alimenter d'autres économies. Mais si on maintient le même modèle actuel, est-ce que ce que dit le professeur est possible, finalement, avec une économie extravertie pensée pour alimenter d'autres économies? Merci Richard, puisque la question m'est adressée, je recommencerai par le processus lui-même, c'est-à-dire ce qu'on entend par industrialisation. C'est ça. On n'industrialise pas pour juste les besoins de suivre une tendance, mais c'est la nécessité de répondre à un besoin exprimé par le marché. Et ici, le marché, c'est l'économie interne. Pour cela, il faut qu'il y ait une vision et qu'il y ait une étude assez explicite qui montre que le pays lambda, en Afrique centrale, a besoin de quelques produits manufacturés. Donc, ça veut dire que si on a besoin de produits manufacturés, la priorité, ça sera justement de créer des chaînes de manufacture qui répondent à ce besoin nettement exprimé. On n'industrialise pas pour suivre un mimétisme, mais on industrialise pour répondre à une demande exprimée par le marché des consommateurs.
Et si maintenant on regarde le marché des consommateurs, quelle est la priorité? Est-ce que c'est ce qu'on appelle en anglais des fast-moving consumer goods, c'est-à-dire des produits de première nécessité? Oui. Est-ce que c'est ça qui est prioritaire, ou les produits de transformation de seconde nécessité, ou les produits de complaisance, ou même de lifestyle, c'est-à-dire au niveau de vie? Est-ce que ce sont ces produits dont nous avons besoin? Il faut faire une cartographie des besoins pour savoir exactement quels sont les besoins prioritaires auxquels la politique d'industrialisation doit répondre, et catégoriser cela en termes d'autonomie, ou alors nécessité, ou alors priorité. Une fois qu'on l'a fait, on va donc repartir chercher les possibilités qu'offre la connaissance locale pour créer des industries. Une précision, monsieur Thierry Moëllet, quand vous parlez, dans le contexte actuel, quand vous parlez de cartographie du marché, vous parlez du marché intérieur africain. Ou mondial? Non, africain. Non, africain, puisque nous sommes dans le processus de réfléchir comment est-ce que nous allons industrialiser. C'est ça. Donc, quels sont les besoins? Parce que le cas, justement, qu'a pris le professeur est un peu extrême pour moi, parce que c'est pas tout le monde qui prend le café le matin. Donc, mais ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. C'était un exemple, oui. Et le café, en fait, il répond à un souci des gens qui se lèvent très tôt et qui ont appelons ça quoi, un travail un peu stressant et tout cela. Mais quand un Africain se lève le matin, le café, l'Africain du village, pas forcément celui de la ville qui va au bureau. Donc, le marché des fast-moving consumer goods, donc des premières nécessités, est très réduit, et c'est au niveau des villes qu'on trouve, n'est-ce pas, ce genre de besoins, et qu'il faut évidemment satisfaire, puisque de l'autre côté, il y a énormément d'importations qui biaisent, n'est-ce pas, la balance commerciale. C'est vrai. Et qui met la consommation dans un problème de dépendance. Et quand il y a rupture au niveau de la chaîne d'approvisionnement, il y a des problèmes, n'est-ce pas, des remous sociaux à l'intérieur des États. Pour dire quoi? Pour dire que l'industrialisation dépend pas simplement de la volonté politique, mais du niveau de connaissance capable de créer des usines. Ça nous ramène à la question de l'éducation. Parce que si nous devons industrialiser, et que notre industrialisation dépend également de l'extérieur, comme ce que nous avons connu dans les années 60-70, avec des éléphants blancs. On nous a vendu dans une politique d'industrialisation des usines qui, au bout du compte, n'ont pas pu fonctionner parce qu'il n'y avait pas de la connaissance derrière pour la maintenance des équipements. Si nous avons le niveau d'éducation qui ne nous permet pas, parce que nous avons trop de généralistes qui apprennent le droit, l'économie virtuelle et tout le reste, sans mettre l'accent sur l'éducation technique et scientifique, nous ne pouvons pas industrialiser. Parce que notre industrie dépendra, n'est-ce pas, d'une activité extérieure dont nous ne maîtrisons pas la chaîne de valeur. Donc, une fois que nous l'avons dit, si nous reformons donc notre mentalité et nous créons une éducation orientée sciences et technologie, nous pouvons industrialiser et, de manière pérenne, maintenir le niveau et la qualité de l'industrialisation ou bien de l'industrie sur la chaîne de valeur qui répond à une nécessité vitale et non pas simplement de complaisance. C'est très important. C'est extrêmement important. C'est extrêmement l'éducation orientée. Nécessité vitale. C'est d'autant plus important que ça me rappelle un pays ouest-africain qui, dans les années 80, a construit une grande usine. Ils ont appelé ça, je ne vais pas dire le nom, puisque ça dira le nom du pays. C'est une usine de fabrication de parfums. Voilà. Et au bout de quelques temps, c'est devenu un éléphant blanc, évidemment, parce que avant de sentir bon, il faut manger à sa faim. Donc, identifier les priorités d'abord. C'est quoi? Et je cartographier. Dans les années 80, le parfum reformer le système éducatif pour former des cadres qui vont mettre en place une politique d'industrialisation des besoins et catégoriser les besoins. Nécessité vitale, complaisance ou, appelons ça quoi, lifestyle, c'est-à-dire au niveau de vie. Bien sûr. Voilà. Mode de vie, habitudes alimentaires, etc. Habitudes alimentaires, etc. C'est à ce moment qu'on répondra à ce genre, n'est-ce pas, de questions substantielles. Sauf que nous évoquons aujourd'hui. Nous avons avec nous dans cette émission quelqu'un qui, lui, ne voit même pas le problème du tout. Il est étonné de son propre pessimisme. Qui pense que de toute façon,
cette réflexion est une fuite en avant parce que nous ne sommes même pas dans la tête prêts à la fois pour comprendre les vraies problématiques. Il a dit un petit peu. Hein. Il a dit un tout petit peu. Sauf que vous êtes encore plus acerbe en le disant. Vous dites, on n'est même pas encore capable de comprendre les enjeux, les enjeux, les défis actuels de notre moment, et qu'il y a des démarches de base à faire que nous n'avons même pas encore faites. Il a dit un truc très intéressant. Je crois que c'était la meilleure partie de son propos qui était très intéressante quand il parlait de la spécialisation des formations. Bon, on a des ingénieurs africains, non, on a des compétences. Il y a un niveau nécessaire en nombre d'ingénieurs qui sortent des écoles pour accompagner les processus d'industrialisation. Et là, on a des exemples, on l'a vu en Asie. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la Corée du Sud, Taïwan, la Malaisie et la Chine en particulier, c'est-à-dire que la montée en puissance de leur niveau de formation, le nombre d'ingénieurs qui sortaient dans les écoles quand ils ont progressé coïncidait à peu près avec l'apparition des grosses usines, de la fabrication de certains objets, etc. C'est complètement corrélé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer les deux. Effectivement, si on a plus de gens qui sont dans la sociologie, la littérature, etc., effectivement, l'industrie manquera de bras. Et on le voit à chaque secteur d'activité, il faut qu'il y ait des compétences. Il faut qu'il y ait des compétences en grande quantité. Il est évident que les Indiens et les Chinois, quand ils sont arrivés à la Silicon Valley, s'ils étaient très bons en lecture, en football et en peinture, ils n'auraient pas répondu aux besoins des entreprises. Donc, c'est ça le problème. Donc, pour revenir sur l'Afrique, déjà, la base, c'est pourquoi industrialiser ? Parce que l'idée première de l'industrialisation, c'est que une matière première doit être transformée. Et dès l'instant, un pays africain possède des matières premières qui répondent à un besoin sur le marché mondial. Oui. Il est nécessaire qu'elle transforme si elle veut gagner de l'argent. Parce que ce qu'on n'a jamais appris à beaucoup de gens, surtout en Afrique, il y a toujours ce mythe des matières premières. On a les matières premières, on est forcément riche. Non, les matières premières, il y en a partout. La première chose, c'est qu'il faut, une fois pour toutes, qu'on sache que la matière première, elle ne vaut rien. OK. Posséder la matière première, c'est rien du tout. Elle ne vaut rien. C'est pas ça la richesse. Arrive derrière, c'est ce que tu en fais. C'est ce qu'on en fait. Comment la société s'organise autour de ça, quelles sont les chaînes de valeur qui sont créées, parce que l'industrialisation, c'est le secteur, et c'est là où c'est intéressant, c'est le secteur de l'économie qui a démontré qu'il a été le plus efficace pour lutter contre la pauvreté. C'est vrai. Il a été le plus efficace pour lutter contre l'augmentation des salaires. Non, pas contre. Pour l'augmentation des salaires. C'est-à-dire qu'il y a un économiste, André Rodic, qui avait remarqué que l'industrialisation, c'est le seul secteur, même les banques n'ont jamais réussi à faire ça, qui intègre les gens qui ont très peu de formation. C'est vrai. Qui ont un niveau de salaire qui progresse très vite. Oui. Où les gens acquièrent des compétences sans forcément avoir besoin de se former parce qu'ils pratiquent tous les jours une activité. Et qui justement, comme le professeur le disait, qui permet de lutter contre la pauvreté. Voilà. Et je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission consacrée à un thème important, industrialisation de l'Afrique. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.